Ouais, il y a des gars qui font des photos artistiques de ouf. Mais moi, je suis plutôt photojournaliste. Ok. Donc, moi, j'aime me rendre compte des faits, en fait. J'aime faire du reportage, montrer comment les choses sont. Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans ce nouvel épisode d'Enlighten. Je suis votre hôte Alimatou Kounaté et aujourd'hui je suis avec une personnalité fascinante du monde de la photographie. Aujourd'hui on va parler de narration visuelle, on va parler de photographie, on va parler de création de contenu un peu aussi. Donc je vais laisser notre invité se présenter. Bonjour tout le monde, je suis Ousmane Makaveli. Je suis photojournaliste. J'ai ma propre boîte aussi. J'ai travaillé beaucoup plus avec les médias. Je fais beaucoup d'autres choses. Je suis blogueur aussi et je suis aussi actif dans les associations. Ouais. D'accord, merci beaucoup. Alors, quelle a été ton initiation à la photographie? Qu'est-ce qui t'a motivé? Qu'est-ce qui t'a inspiré à te lancer dans ça? Alors la photographie, je pense que ça a toujours été dans la famille. Quand j'étais gamin, mon papa, il avait des appareils photo argentiques. Lui, il aimait faire des photos. Il avait ses amis aussi qui étaient photographes, qui avaient leur studio. Donc depuis gamin, je partais là-bas. Mais avec le temps, je pense que j'avais zappé complètement la photographie. Je ne savais même pas que ça allait revenir dans ma vie. Mais c'est par des concours de circonstances. Parce que je viens du monde du blogging plutôt en fait. Donc, et j'ai été responsable de communication dans quelques boîtes. Et là, les besoins se faisaient d'avoir des images pour illustrer les articles, illustrer les publications. Donc, j'ai commencé à faire les photos avec mon téléphone. Au début, moi-même, je ne pensais pas que ça allait prendre ça. Mais c'est des gens qui m'ont convaincu, qui m'ont poussé à faire de la photo. Parce que les gens, ils aimaient vraiment ce que je faisais. Je pense qu'ils ont vu le potentiel que moi-même, je ne voyais pas. Et voilà, on m'a encouragé à faire de la photo. Mais tu peux nous parler un peu de cette période où tu avais un peu zappé la photographie? J'ai fait des études de philosophie. À la base, je voulais être professeur de philosophie. Mais je ne sais pas pourquoi, mais ça n'est jamais arrivé. Pourquoi cette motivation? Professeur de philo? Ouais, parce que j'aimais tout ce qui est par rapport à la réflexion, par rapport aux idées, aux discussions. J'ai tout le temps été passionné par ça. Donc, je voulais être prof de philo, j'ai fait philosophie. Après l'université, je devais faire une autre école pour pouvoir enseigner. Je pense à la rentrée, je suis allé en retard, je n'ai pas pu faire mon inscription. C'était sur concours. Avant d'amener mon dossier, le concours, il était clos. Donc, je ne pouvais pas m'inscrire. Si je devais m'inscrire, je devais faire en privé, payer moi-même. Donc, je suis allé chercher l'argent. Quand j'ai eu la somme, je suis venu, ils m'ont dit que le semestre était clos, qu'ils d'attendre la prochaine rentrée. Quelque chose que je ne pouvais pas faire. De toute façon, j'avais dépensé l'argent, quoi. Donc, j'ai commencé à chercher du boulot en attendant à faire d'autres choses. Et c'est là que j'ai découvert le blogging aussi. Donc, j'ai fait beaucoup d'années, j'écrivais. J'ai participé à des concours. J'ai été bloqueur dans de grandes plateformes comme Mondoblog, Doniblog, etc. Je pense que jusque-là, je blogue encore, mais pas comme avant. Donc, j'ai beaucoup écrit. Et c'est de là aussi que j'ai appris tout ce qui est communication digitale. J'ai travaillé dans 2 boîtes aussi, de la place ici. J'ai fait une année en tant que chargé de communication. Voilà, c'est de là que je me suis dit, ok, bon. Tout ça, j'étais fatigué aussi de me réveiller chaque matin. J'aimais pas bien la routine de travail que j'avais à l'époque. Donc je me suis dit, bon, pourquoi pas. Je vais carrément switcher vers la photographie. Ça me laissait beaucoup de temps de faire autre chose que je voulais, quoi. D'accord. Après avoir fait ton retour dans la photographie, est-ce que la philosophie a été une chose qui a influencé? Oui, grandement, parce que tout ce qui est en rapport avec la philosophie, c'est les idées, c'est les concepts, c'est essayer de visualiser, de comprendre les choses, de prendre du recul par rapport aux choses, de voir les choses sous différents angles. Ouais, ça a beaucoup aidé, ça permet de nourrir l'œil des photographes parce que en philo, on fait beaucoup de lectures aussi. Je pense que on ne peut pas être bon photographe si on ne lit pas beaucoup, si on ne s'intéresse pas par exemple à l'histoire de l'art. Ça, c'est quelque chose qu'on fait en philosophie, on fait l'esthétique aussi. Donc tout ça, c'est des concepts qui m'étaient déjà familiers. Voilà, parce que la philosophie aussi, c'est de pouvoir raconter des idées, des concepts assez complexes, mais de façon simple. Je pense que la photographie aussi, c'est un peu ça.
Oui. Ouais. Et le blogging alors? Ça Le- a influencé ça aussi? Ouais, parce que en fait, je pense que tout est interconnecté. Parce que quelque part, bloguer aussi, c'est raconter des choses. C'est parce que tu as des choses à dire que tu veux t'exprimer. Et pour pouvoir t'exprimer, il faut aller écouter les autres, il faut s'enrichir pour pouvoir donner, mettre des mots sur toi-même, tes idées, tes émotions. Effectivement. Donc, ouais, la photographie, c'est juste un prolongement. C'est juste que là, on s'exprime par les images. Et l'avantage avec ça, c'est que c'est beaucoup plus accessible à beaucoup plus de personnes. Par exemple, moi, j'ai fait des années, je bloguais. Il y a beaucoup qui me connaissaient, mais c'était notre communauté. On était dans une petite bulle de gens qui aimaient lire et écrire, tu vois. Mais avec la photo, tout ce qui est vidéo, on peut dire on a pu toucher beaucoup plus de monde, même avec le blogging. Ça, c'est, ça, c'est l'avantage, parce que la photo, ça parle à tout le monde. On n'a pas besoin de faire beaucoup d'efforts pour Oui. comprendre. En parlant de photographie, tu parles beaucoup de messages à transmettre. Ouais. Comment abordes-tu la narration visuelle? Euh, je dirais que je suis quelqu'un qui marche beaucoup au feeling. Si j'ai des choses à dire ou comment je vois les choses, je réfléchis pas. Ça, quand même, il n'y a pas de réflexion critique, il n'y a pas de réflexion, j'ai fait ça, je ne fais pas ça. Je me laisse aller. Je pense que c'est ça qui est beau dans cet exercice-là. On suit son instinct, son inspiration, on se laisse aller. Et après, on vient, on regarde le résultat, voir ce que ça donne, si ça convient ou pas. Et ça, c'est vraiment important. Le truc aussi, c'est qu'il faut beaucoup étudier euh, les grands photographes, les photos iconiques, tout ça. Ça permet de nourrir ton regard, de voir comment d'autres ont pu raconter des histoires avec juste des photos. Et voilà, ça c'est vraiment important dans la démarche artistique. Oui. Il faut vraiment se faire confiance Oui. et laisser les choses sortir. Et toi, quelle a été ton influence dans peut-être la photo contemporaine ou autre? Euh, Disons que je m'influence de beaucoup de choses. Ça peut être même des choses qui n'ont pas de lien avec la Avec la photographie. photographie. Par exemple, les mangas. Wow. Je regarde beaucoup de films. J'écoute beaucoup de musique. Je pense que la musique aussi et la photo, c'est vraiment lié, Oui. quoi. Donc, je puise un peu partout. Mais ça peut être de vrais photographes. Je regarde tous les photographes. Tu m'as tout l'air d'un vrai passionné. Je ne sais pas si tu as d'autres passions et loisirs qui influencent également la photographie. La photographie. Ouais, il y a le sport. J'aime bien les aventures. J'aime vraiment tout ce qui est en rapport avec le fait de sortir et de découvrir. Et aussi de tout ce qui est en rapport avec la création. Avoir des idées, donner vie à ça. Là, on est en train de travailler par exemple sur des projets d'animation. Oui. Ça, c'est des trucs qu'on avait fait auparavant dans le cadre de certaines prestations. Mais ouais, on va essayer de remettre ça aussi. D'accord. Ouais. Merci beaucoup pour ça. Revenons-en à la narration visuelle. Mhm. Comment tu fais pour raconter des choses à travers tes photos? Il faut faire beaucoup de recherches. Il faut Ok. beaucoup penser à ce qu'on veut faire. Par exemple, si j'ai un reportage ou quelque chose à faire, je pense que je passe la nuit à y penser en fait. Comment j'essaie d'avoir des idées dans ma tête, d'essayer de me représenter ça visuellement, de voir ce que ça peut donner. Aussi, en vrai, un vrai photographe, c'est un photographe qui est très chanceux. Oui. Ouais, moi, je pense que j'ai eu beaucoup de chance, que ce soit dans mon reportage, que dans tout ce qui est photographe, dans mes reportages. Mais pour être chanceux, il faut vraiment sortir. Ouais, il faut Pour sortir voir le beaucoup, monde. oui. Il faut sortir quand tu es dans un reportage, il faut essayer beaucoup de choses, il faut être curieux, il faut être assez audacieux. Là, ça provoque la chance et voilà, tu tombes sur le moment parfait. Et quand tu es sur le moment parfait, tu as ta photo iconique. Donc, ça demande beaucoup de temps, ça demande beaucoup d'essais et voilà, la plupart du temps, ça paye. Mais il faut vraiment sortir. Il faut sortir, il faut explorer, il faut tout le temps avoir quelque chose avec soi qui peut prendre des images. Ouais. Surtout, il faut éviter d'aller où on peut aller ou faire les choses que d'autres photographes ont fait, mais il faut aller explorer aussi des choses auxquelles les gens ne pensent pas forcément. Essayer toujours de découvrir de nouveaux endroits, de nouvelles expériences. Essayer toujours d'apporter quelque chose de nouveau. Ça veut pas dire forcément voyager, aller découvrir des choses, même les choses du quotidien. Tu vois? Je pense qu'on peut raconter tout et n'importe quoi à travers la photo, même les objets du quotidien. Ouais, surtout le quotidien. Il faut surtout commencer par ça. Toutes les choses qui sont proches de nous, qu'on voit, qui sont banales,
c'est tellement évident qu'on ne s'en rend pas compte. Mais quand on commence à faire des photos, on voit que c'est pas si évident que ça. Ouais, Et on s'aperçoit surtout de leur beauté aussi. ouais, ouais. Ouais. En parlant de photographie toujours, on a parlé des choses qui influencent la photographie, mais selon toi, Mhm. quelle est l'influence que la photographie peut avoir sur la société, la culture en général? Ouais, je pense qu'elle est énorme. Je pense que, moi, je pense profondément que la photo peut changer même le cours des choses, en fait. Parce que dès le départ, quand nous on commençait, on était, entre guillemets, vraiment activistes. Je pense que c'est ça nous a amenés dans le blogging. On voulait dénoncer, changer les choses, etc. Quand on commençait à faire les photos, c'était de montrer, regardez, dans ces pays, il y a ça, ça c'est beau, on doit continuer dans ce sens-là. Par contre, il y a ça aussi, ça c'est pas beau, on doit essayer de changer ça. C'est pour ça quand on va faire des photos des ordures, des inondations, des routes où il y a des goudrons, où il y a des trous, etc. C'est justement pour alerter par rapport à ça. C'est aussi préserver la mémoire d'un pays en fait. Parce que les photos qu'on est en train de faire, c'est de la documentation pour les générations à venir. Tout ce qu'on est en train de faire là, moi je me dis dans les années à venir, ça ne sera plus là, ça va disparaître. Il y a des endroits magnifiques qu'on a photographiés il y a 2-3 ans. Les gens ont découvert, ils sont en train d'aller, mais aujourd'hui on est en train de construire là-bas. Dans 2-3 ans, ces endroits ne vont plus être. Ouais. Et il y a des événements culturels qu'on a couverts depuis le début, ça fait des années. Et ça fait 2 ans qu'ils ont arrêté. Il y a plein d'autres exemples comme ça. Il y a par exemple le fleuve. On a fait des reportages sur le fleuve, jusque dans le centre du pays, vers le nord, pour témoigner de l'ensablement. Ça peut alerter des gens parce que les gens voient concrètement que ça ne va pas en fait. Et ouais, je pense que dans ce sens-là, c'est vraiment important. Le travail photographique, c'est le même travail que les griots avaient dans notre société en fait. Donc c'était... Ouais, c'est ça. Même les problèmes, les défis qu'on avait, ça permet aux autres de savoir, ah, avant le pays c'était comme ça, aujourd'hui c'est comme ça. Je pense que la photo c'est ça en fait, c'est un témoin aussi de si on a bossé ou si on n'a pas bossé quoi. Oui. Alors tu parles pas mal de dénonciation, donc j'aimerais un peu que tu mettes en avant les valeurs que tu as et les valeurs que tu conserves pour vraiment ne pas que, pour que plutôt ta photographie soit unique. Moi c'est la liberté. Je pense que ce qui m'a poussé à aller vers ça et à aller vers l'entrepreneuriat, c'est ça en fait. J'aime avoir ma liberté. J'aime choisir avec qui je vais travailler. J'aime choisir les projets sur lesquels je vais travailler. C'est pas toujours évident parce qu'il faut manger quoi. Mais ouais, j'essaie de faire le maximum et ça c'est important. Ça c'est important. C'est un grand défi. C'est un choix de vie aussi. Donc il faudra assumer. Je pense que c'est la liberté quoi. Quand on tient à quelque chose, quand quelque chose est important pour nous, ouais, il faut faire l'effort nécessaire pour préserver. Je pense que c'est juste ça en fait. Tu viens de nous parler d'entrepreneuriat. Alors, quand tu as décidé de lancer ta propre boîte, de te mettre dans la création de contenu audiovisuel, quelles ont été les réelles premières étapes? Pour moi, comme je le disais, j'ai été très chanceux. Il y a des gens qui m'avaient dit, je ne savais même pas que c'était une activité qu'on pouvait faire et vivre de ça. Et, il y a une dame qui travaille dans une organisation qui m'a vu, m'a dit, ben, tes photos sont magnifiques, on a besoin de photographes pour tel événement. Est-ce que tu peux couvrir? Moi, j'ai dit, je ne suis pas photographe professionnel, j'ai qu'un téléphone. Elle m'a dit, c'est pas grave, trouve un appareil, etc. Donc, j'ai couru de gauche à droite, j'ai payé mon premier appareil photo comme ça, et je suis allé. C'était bien, ils ont vraiment apprécié. Du coup, ouais, comme ça a commencé à prendre. Et comme ça, j'ai réinvestissé aussi dans d'autres équipements. J'ai commencé à travailler aussi avec d'autres médias, avec d'autres organisations. Et ouais, j'ai pas eu de problème à ce niveau. Ouais. Et ça, c'était quand? C'était il y a 3-4 ans comme ça. Waouh! Ouais. Donc avant ça, tu ne filmais qu'avec ton téléphone, tu ne faisais que du contenu qu'avec ton téléphone. Ça. Et tu éditais également avec le téléphone. Je ne savais même pas qu'on devait éditer une photo. C'est quand je suis voyagé. J'ai voyagé une fois, on est allé à Abidjan. J'étais avec un ami aussi, parce que j'étais dans tout ce qui est associatif. On était allé pour une formation ou des échanges par rapport à l'immigration. Donc lui, il était là, il aimait faire des photos, on faisait des photos. Et je voyais que le soir, quand il finissait, il éditait des photos.
C'est lui qui m'a montré les logiciels de retouche, etc. Wow. J'ai dit, ok. Quelle belle Donc moi aussi, je découverte. peux, ouais. Et c'est là que je me suis plongé aussi. J'ai regardé beaucoup de tutos parce que j'ai pas fait d'école Oui. pour tout ce qui est production audiovisuelle. Donc je demandais à mes amis, je regardais les tutos, je regardais comment les gars faisaient. Donc je me disais, ah ok, après j'ai passé des nuits à regarder même maintenant je le fais. Et je pense que la première chose quand je me réveille, c'est d'aller sur YouTube. Je regarde les informations là-bas, je regarde l'actualité tech là-bas, je regarde tout ce qui est nouveauté. Oui. Et ouais, j'essaie d'appliquer, ouais, seul comme ça. Et du coup, sans expérience, comment tu as su quel appareil acheter? J'ai regardé sur YouTube. Et j'ai regardé sur YouTube et ma chance était que c'est que les gens m'ont vraiment fait confiance. Je pense que les gens ont été patients et ils m'ont beaucoup aidé, vraiment. Ouais, c'est ça qui m'a vraiment aidé à progresser. Ouais. Quels ont été les premiers appareils que tu as achetés? J'ai acheté les Canon 752 Ok. avec l'objectif kit. Après, j'ai eu les Canon 90D. Après, j'ai acheté un drone. Après, j'ai laissé tout ça. Je suis passé, parce qu'il y a eu les formats RF, donc Ok. une nouvelle génération de caméras Format hybrides. RF, tu vois un Oui, peu. c'est des caméras comme ça, par exemple, on a des caméras ici, ça, c'est avec des miroirs. Oui. Donc, on est switché vers des caméras sans miroir comme ça. Oh, ok. Donc, des caméras, appareils photo hybrides. Oui. Donc, ouais, j'ai changé de gamme aussi, je suis allé vers ça. Donc, j'ai acheté un Canon R, après R6, et une gamme d'objectifs, des drones. Wow. Mais quand on se lance, on C'est se de l'investissement, tout ça. beaucoup. En fait, Wow. le seul souci, c'est que tout ça, ça coûte cher, en fait. Tu vois, tu as des objectifs, par exemple, c'est à 2 millions, 3 millions. Ouais, tu vois. Si c'est des caméras ciné, ça coûte beaucoup plus cher. Et on ne se rend pas compte, c'est que il n'y a pas que les caméras, il y a par exemple les lumières, les filtres, les trépieds. Pour un trépied, tu peux payer à 400 000 francs. Un trépied pour poser la caméra, quoi. Donc, tu vois. C'est dingue, mais Ouais. je pense que ça en vaut le coup. Ouais, tu vois, il y a des micros, tu achètes, c'est à 300, à 400 000. Il y a des consoles de son qu'il faut acheter. Il y a les câbles, il y a les cartes mémoire, haute performance. Les cartes mémoire, on te dit, ouais, c'est 60 000, 80 000 pour la carte mémoire pour pouvoir bien filmer. Donc, c'est beaucoup d'investissement. Et le souci avec, c'est que, euh, l- en fait, bon, moi, je ne vais pas me plaindre parce que j'ai toujours eu la chance. Il y a des gens qui me font confiance, qui me confient des marchés, qui me permettent de couvrir ou bien d'acquérir Tes d'autres dépenses. équipements. Mais globalement, c'est qu'ici, les gens n'ont pas la notion ou les soucis de qualité par rapport aux productions audiovisuelles. Oui. Et on ne fait pas de différence entre tout ce qui est production professionnelle et production amateur. Donc c'est ça un peu, on nous met tous dans le même cadre. Mais heureusement, moi, ma cible aussi, c'est pas ça. C'est pas tout le monde. Ouais, C'est pas monsieur tout c'est le monde. pourquoi moi, j'ai ma façon de communiquer. Par exemple, pour ma boîte, je ne suis pas sur les réseaux sociaux ou rien. Déjà, les organisations, ils aiment la discrétion. Moi, de temps en temps, je publie mes photos, mais je sais que ma cible, c'est pas là-bas, quoi. Donc, ma cible, là où c'est, je parle avec eux. Et là, ça me fait gagner du temps aussi, parce que je ne reçois pas tout le temps les demandes, on veut tel événement, est-ce que tu veux couvrir? Donc, répondre à tout ça, ça te fait perdre du temps parce qu'ils ne vont jamais accepter ta proposition Et financière. toi, c'est vraiment important. Ouais, c'est... Euh, L'argent, ça fait vivre Oui. l'artiste. L'argent, ça apporte beaucoup d'inspiration. Parce que tu vois, tu ne peux pas être là en train de faire une production, tu te soucies, tu ne sais même pas si tu seras payé, tu sais que tu ne seras pas bien payé non plus. Donc imagine, tu dois Pour tout l'effort. transporter tous tes appareils, faire la prestation, payer des gens, prendre soin des appareils parce que c'est des investissements à coût de millions qui vont s'épuiser. Donc tu dois renouveler aussi. Et c'est ça. Mais dans tout ça, je pense que le problème aussi, c'est généralement les photographes, je dirais généralement par ignorance, tous ceux qui font photo vidéo, qui font à bas prix, c'est eux qui tuent la photographie en fait. Ils le font parce qu'ils se disent, ouais, c'est mieux que rien, on doit vivre. Mais tu ne vas jamais bien vivre en fait parce que tu te contentes de ça et les gens vont toujours penser que c'est ça ta valeur en fait. Quand tu dis ta prestation c'est ça, dans la tête des gens tu vaux ça. Et moi je lutte contre ça en fait. Ce n'est pas au client de fixer mes prix. Moi mon prix c'est ça parce que Si j'estime ça te convient pas, ouais, j'estime va voir que mon ailleurs. travail vaut ça en fait. Si toi tu n'as pas les moyens, il y a d'autres qui sont là pour ça en fait. Parce que le problème c'est que quand moi je vais acheter mes appareils, quand je dis j'ai pas d'argent, j'ai ça, il va jamais me donner pour parce que c'est moi quoi. Lui son prix c'est son prix quoi. Donc c'est la même chose
avec les clients. Donc, si le jour où on aura le courage de faire ça aussi, je pense que les gens vont déjà nous prendre au sérieux. Ils vont nous respecter et on va progresser. Parce que ouais, la photographie, on ne va pas se mentir, il faut du matos. Oui. Les gens disent que c'est pas important. Si, c'est important. Oui. C'est très important. Il faut être bon photographe, il faut avoir les bons appareils. Ça te permet d'aller vite et de pouvoir aller te reposer et de te réveiller, quoi. Oui. Si tu dois éditer des photos, tu as un petit ordinateur qui est lent, ça peut le faire. Mais tu vas passer toute la nuit sur ça. Mais si tu as un truc performant, tu finis en 2 heures, tu vas te reposer. Oui. Et tu seras en forme pour d'autres prestations. C'est ça. Et pour avoir des matos de qualité, il faut bien facturer les clients. Ouais. C'est comme ça que ça marche, Ah. effectivement. Alors, pour les débutants, quel serait l'idéal? Parce que tu as parlé de Canon 700 et autres. Je pense que ça, pour un débutant, ça serait un peu trop élevé. Par exemple, si moi, demain, je décide d'acheter une caméra, Il faut commencer avec les téléphones. Le téléphone, c'est un bon appareil pour... Déjà, c'est discret. On peut faire tellement de choses avec les téléphones, on ne s'en rend pas toujours compte. Surtout que la plupart, c'est pour être publié sur les réseaux sociaux. Donc, on ne va pas vraiment voir un gap de différence avec les appareils photo qui sont là. Les téléphones, c'est vraiment magnifique ce qu'on peut faire avec les téléphones aujourd'hui. Il faut aller vers ça, il faut oser. Ouais. Il y a des photographes professionnels qui font des films pro. C'est vrai qu'ils ajoutent beaucoup de lumière, d'accessoires. Mais on peut faire des expositions avec des photos par téléphone, etc. Il n'y a vraiment pas de limite. Mais par rapport à l'utilisation des appareils, ça dépend en fait, là où tu te sens à l'aise. Je pense qu'on est arrivé à un point technologique où on ne peut pas dire telle caméra est mieux que l'autre. Tu vois, on dit qu'il n'y a pas de boîtier parfait. Peut-être tu peux être dans un écosystème. Par exemple, moi j'ai beaucoup d'objectifs RF pour le système RF de Canon. Donc si je dois acheter d'autres appareils, ce serait beaucoup plus judicieux et avantageux d'aller toujours chez Canon que d'aller chez une autre marque. Parce que là, je serais obligé d'acheter des accessoires qui conviennent, etc. C'est ça. Sinon, je pense que tu sois Canon, Sony, Fuji, tout dépend de toi-même, de combien tu as pour investir, de ton budget pour investir dans les caméras. Il y a Fuji aussi qui fait beaucoup de caméras maintenant qui sont trop stylées, surtout pour les créateurs de contenu à des prix assez intéressants. Et les caméras sont trop Canon. Oui. Et je confirme aussi, on peut très bien commencer avec le téléphone. D'ailleurs, le premier épisode de ce podcast a été réalisé avec un téléphone. Ouais, c'est bon. Voilà. Ça a bien donné, non? Oui, ça a très bien donné même. C'est ça. Oui. Alors, tu nous as beaucoup parlé de technologie, de l'évolution. Selon toi, cette nouvelle ère de l'IA, de l'intelligence artificielle, a-t-elle un impact sur la photographie ou l'art visuel en général? Beaucoup même. Je pense que les gens ont peur, mais moi je pense que ça sera magnifique. Moi-même, j'ai hâte de voir tout ce qu'on peut proposer. Déjà, on voit déjà avec les nouveaux appareils R5 Mark II et X1 de Canon. Oui. Par exemple, j'ai un événement à couvrir, mes sujets principaux, je peux déjà les photographier pour montrer à la caméra. Ça, ce sont mes sujets. Donc, à chaque fois que je suis dans la foule, que je vais faire des photos, s'ils sont là, ça fait le focus directement sur eux. Tu vois, ça c'est l'intelligence artificielle. L'appareil photo comprend aujourd'hui la scène, comment ça se passe. L'appareil, par exemple, si je dois couvrir un match de football, je peux régler sur ça. L'appareil photo c'est que je suis en train de couvrir un match de football. Donc ça a des pré-réglages, ça me fait des facilités pour suivre le match, suivre le ballon, les mouvements des joueurs, etc. Que ce soit pour la retouche, tu peux créer ton propre profil. Par exemple, tu dis à l'appareil ou au logiciel, moi je retouche les photos comme ça. Donc, il peut apprendre de toi. À chaque fois que tu as un événement, tu reviens, tu lui envoies toutes tes photos. Lui fait le job à ta place. Tu es tranquille. Je pense que ça, c'est le rêve de tout photographe, quoi. Mais les gens voient comme une menace. Moi, je pense que ça va juste remplacer les gens qui ne s'y connaissent pas bien, quoi. Ouais, je pense juste ça. Et ouais, même les IA génératrices qui génèrent les photos, les vidéos, etc. Ça peut être bien. Par exemple, on a vu des cas, par exemple, un podcast comme ça en studio. On peut changer de fond plusieurs fois, autant qu'on veut, changer de décor. Mais si on devait faire physiquement, ça allait nous demander de l'argent. Mais avec les IA, on peut filmer comme ça, changer les décors. Ça, c'est les avantages, on peut pas... Il y a beaucoup d'avantages en fait. Que ce soit même dans la démarche de production de photos, que ce soit dans les appareils, que ce soit même pour le confort des photographes. Je peux aller filmer un événement, je perds des roches, je peux venir générer et compenser avec... Et je pense que ça, c'est le côté qui fait un peu peur aux gens. La crainte, c'est
vraiment par rapport aux images générées? Je pense que la crainte vient du fait que les médias ont beaucoup parlé des IA En mal. en mal et très tôt. Je pense qu'il y a une surmédiatisation par rapport aux IA et le fait qu'il y a eu des films comme Terminator, etc. Ouais, etc. Donc ça, ouais. Et puis c'était plus vendeur de montrer l'IA comme un danger que comme un compagnon. Parce que quand on dit l'IA c'est danger, ça va te remplacer. Les gens sont plus tentés d'aller lire que plutôt d'essayer de comprendre. Sinon, je pense qu'à l'heure actuelle, comme toute chose, ça va remplacer des gens, ça c'est sûr. Mais ça va créer d'autres opportunités aussi. Ça va changer notre manière de faire. La manière de faire la photo aujourd'hui, c'est pas la même chose qu'au début de la photo en fait. Ouais, c'est pas la même chose quand on avait les pellicules. C'est pas la même chose quand on n'avait pas les logiciels de retouche aussi avancés. Donc c'est ça en fait. Moi je vois pas de problème. Moi je pense qu'il faut juste s'adapter, apprendre. Peut-être même avec ça, on aura beaucoup plus de photographes qui vont apporter de nouvelles choses, un nouveau regard, une nouvelle manière de faire. On ne sait pas en fait. On ne sait pas. Si on vulgarise par exemple la pratique photo, on ne sait pas qui va faire quoi demain en fait. C'est ça la beauté de la chose. Oui. Mais je pense qu'on est dans un monde où on a beaucoup plus peur en fait. Oui. On essaie de nous faire peur de tout. On a peur de l'inconnu. On a peur de prendre les risques. Mais voilà. J'imagine si la photographie à l'époque c'était cher en fait. C'était réservé à une élite. Mais avec les smartphones, même aujourd'hui au Mali, il y a combien de jeunes qui arrivent à promouvoir leur activité, à vivre de la pratique même photo. Si on était resté sur l'argentique, nous faire peur de tout, on a peur de l'inconnu, on a peur de prendre les risques, mais voilà. J'imagine si la photographie à l'époque, c'était cher en fait, c'était réservé à une élite. Mais avec les smartphones, même aujourd'hui au Mali, il y a combien de jeunes qui arrivent à promouvoir leur activité, à vivre de la pratique même photo. Si on était resté sur l'argentique réservé à une élite, on n'allait pas avoir ça. Et c'est ça en fait. Et moi-même en tant que photographe, moi je le dis tout le temps, ce qui me fait le plus plaisir, c'est qu'ici il y a toujours eu des photographes exceptionnels, il y a toujours eu des grands photographes au Mali. Mais nous, notre avantage, et ce qui moi me réconforte, c'est que nous on a très tôt commencé à publier nos photos sur les réseaux sociaux. C'est quelque chose qui ne se faisait pas en fait. Parce que pour les gens, les photos, ça t'appartenait. C'était un bien en fait, que tu dois préserver, montrer que dans des occasions, les expositions, etc. Mais le fait de mettre ça, ça a inspiré, ça a encouragé en fait. Ça a montré que l'art aussi c'est du partage, pas seulement avec des gens qui sont intéressés par la photographie ou dans les expositions ou dans des cadres bien fermés avec des gens distingués qui vont venir voir les photos, discuter et tout. Mais qu'on pouvait vraiment vulgariser la pratique. Et ça, je pense que ça a été un bon move, quoi. Oui. Ouais. Oui, et tu as parlé de cette évolution de la photographie des anciens temps. Toi-même, par rapport à ton art, est-ce que tu as remarqué une certaine évolution par rapport à tes débuts? Ouais, je pense que j'essaie tous les jours de m'évoluer, en fait. J'essaie tout le temps de faire de nouvelles choses, que ce soit en photo ou en dehors de la photo. Ouais. Est-ce qu'il y a certaines pratiques que tu faisais avant que tu ne ferais pas forcément maintenant? Je pense que par rapport à ma pratique et ma manière de produire, ça n'a pas beaucoup changé. Ça n'a pas vraiment beaucoup changé. J'essaye des choses, mais j'essaie des choses, mais ça ne me convient pas. Mais ce que moi j'aime, c'est de savoir faire la chose en fait. Par exemple, faire des photos, montage. Je vois des gens qui font ça, qui c'est tellement magnifique. Il y a un photographe, Pimi, qui le fait. Il y a un Kenyan aussi, j'ai oublié son nom, lui il est extra fort quoi. C'est des trucs, j'aimerais voir, genre j'aimerais être dans sa tête, voir comment lui réfléchit, il fait ça en fait. Il collabore avec des marques. Ouais. Il y a des gars qui font des photos artistiques de ouf. Mais moi je suis plutôt photojournaliste. Donc moi j'aime rendre compte des faits en fait. J'aime faire du reportage, montrer comment les choses sont. Mais ça, j'expérimente en fait. Mais c'est pas mon style. Il y a ça aussi, c'est qu'il faut trouver son style. Il faut trouver dans la photographie qui on est en fait. Parce qu'on peut pas être, on n'est pas photographe, on est photographe de quelque chose. Il ne faut pas faire l'erreur aussi d'être photographe de tout. Tu ne peux pas être photojournaliste, photographe de mode, tu ne peux pas faire des photomontages, tu ne peux pas être tout à la fois. Il faut te concentrer sur quelque chose, même si tu dois savoir comment les autres font, comment ça marche, pour avoir une idée et pour élargir aussi ton regard. Ça, c'est important. Mais voilà, tu ne peux pas être photographe de tout. Mais j'imagine que ça, c'est pas du tout facile. Trouver son identité, savoir que je veux me
focaliser que sur ça. Ouais. Quels seraient tes conseils pour quelqu'un qui est un peu éparpillé et qui aimerait vraiment être focus sur une seule chose? Je sais pas, mais je pense qu'il faut beaucoup expérimenter. Je pense qu'il faut beaucoup expérimenter. Ta vérité par rapport à une chose, c'est comment tu te sens par rapport à la chose. Si tu te sens bien dans une pratique, c'est que c'est bon pour toi. Par exemple, si c'est intéressant pour toi de passer la nuit à retoucher une seule photo et retouche beauté, si ça ne te fatigue pas, c'est que c'est bon pour toi. Moi, je ne peux pas faire ça. Moi, je ne peux pas faire ça. Mais j'ai des amis, ils font des photos de mariage, ils font 2-3 jours en train de retoucher les photos. Ils cherchent les imperfections. Ça, c'est vraiment photo de mode, quoi. Par exemple, moi, je n'ai pas cette patience-là. Moi, je fais des retouches et puis c'est bon, quoi. Mais et ils arrivent à les faire parce qu'ils se sentent bien. Ça ne les dérange pas. Ils ne voient pas le temps passer. Et à la fin, ils sont contents de leur travail. Et ça, c'est beau. C'est ce qui leur convient. Donc, chacun doit trouver ça, en fait. Tu dois écouter tes émotions. Si tu te sens bien par rapport à quelque chose, c'est que la chose, elle est bien pour toi. D'accord. J'imagine que la photographie, ça prend pas mal de ton temps. Comment tu fais pour toujours avoir du temps, pour te libérer l'esprit, pour vaguer à tes occupations, tes loisirs et autres? Malheureusement ou heureusement, c'est que les prestations, c'est pas tout le temps. Tu vois, souvent, on est hyper chargé parce qu'il y a des prestations, il y a des projets, il y a ça. On peut faire des mois sur le terrain, mais souvent, on peut faire 2-3 mois, il n'y a rien, quoi. Donc, ça laisse du temps, par exemple, de lire, de se promener, de faire autre chose, d'expérimenter des choses. Et voilà, ça, c'est intéressant. Nous, on a des congés très souvent. Ouais. D'accord. Merci beaucoup pour cette discussion assez intéressante. Ouais. Quels seraient tes conseils pour quelqu'un qui aimerait se lancer dans la photographie? Il ne faut pas se lancer. La photo, les appareils, ça coûte cher. Non, il faut vraiment être prêt, quoi. Il faut savoir si on veut ça réellement. Sinon, à défaut, il faut expérimenter avec son téléphone, voir aussi. Il faut beaucoup lire, il faut beaucoup voyager, il faut rencontrer les gens, il faut s'intéresser à l'histoire même de la photo. Il faut voir les grands photographes. Il y a beaucoup de choses à faire pour être photographe. C'est comme on dit, il faut beaucoup de temps pour faire une photo. Même si faire une photo, c'est en termes de secondes, quoi. Ouais, tu fais clic, tu as une photo. Mais il faut des années aussi pour arriver à ça, pour nourrir son regard, nourrir sa façon de voir les choses. Et tout ça, c'est impossible que quand on sort, il faut vraiment sortir, rencontrer des gens, s'intéresser à tout, surtout être curieux et avoir le courage d'expérimenter beaucoup de choses. Oui. Ouais. Alors, comment nos éditeurs peuvent faire pour te contacter, pour accéder à tes blogs, à tes jolies photos? Ousmane Makaveli sur les réseaux sociaux. Ouais. D'ailleurs, on n'a pas parlé de ce Makaveli. D'où vient ce Makaveli? Makaveli, ça vient du fait que quand on était à l'université, on a étudié Nicolas Machiavel, en tout ce qui est philosophie politique. C'est là que j'ai découvert son œuvre, Le Prince, etc. Ouais, il s'est trouvé que j'écoute beaucoup de rap aussi. C'était l'écrivain préféré de mon artiste, rappeur préféré, quoi. Tupac. Ouais, donc c'est venu comme ça. Et aussi, quand je faisais mon blog, Ousmane Traoré, il y avait tellement de Ousmane Traoré que j'ai du mal à me retrouver. Donc, une fois, j'ai mis Ousmane Makaveli là, et puis c'est parti, quoi. Ouais, même à la maison, on m'appelle comme ça, quoi. Les gens me demandent souvent si c'est mon nom de famille. J'ai dit non, non, non. D'accord, merci beaucoup. Alors, c'était un plaisir de faire cet épisode avec toi. Merci. Merci beaucoup à nos auditeurs. N'oubliez pas de liker, commenter, on lit tous vos commentaires. Et bisous.